Merci Olivier de me présenter ainsi à l'ensemble de vos auditeurs. Donc, je m'appelle Nicolas Delage-Demeux, je suis un passionné de château depuis mon enfance et ce que je réalise à Lerme est un projet d'adolescent quand j'avais 15 ans, je suis tombé un peu en amour d'une ruine dans laquelle on se retrouvait entre amis. Et voilà, ce projet date de cette période-là et je le réalise quelques décennies plus tard. Dans beaucoup de textes, on parle d'un abandon en 1862, mais la réalité, c'est que Lerme est en ruine en 1830. Alors pourquoi Lerme est en ruine? Parce qu'à la fin, à la fin du 18e, début du 19e, le château appartient à Hautefort et cet Hautefort est ruiné et il donne en gage son château. Et il perd la propriété de son château dans le début du 19e siècle et on pense que les personnes qui ont récupéré la propriété de Lerme l'ont bien sûr revendu, découpé les terres, mais surtout, en fait, on démantelé le monument pour revendre les matériaux. Parce qu'à Lerme, on ne retrouve aucun stock de tuiles important, aucune, je dirais, couche d'ardoise significative, il n'y a pas de morceaux de bois qui traînent, et véritablement, quand on s'approche notamment au niveau des orifices qui accueillaient les poutres, on se rend compte qu'elles ont été découpées d'une façon très fine, très précise. On a fait ça de façon professionnelle. C'est pas un pillage, je dirais, en règle. C'est plutôt un démontage organisé pour pouvoir en fait monnayer les matériaux. Donc la ruine, elle est antérieure en fait à 1862, elle est de 1830. On demande, est-ce que les cheminées semblent avoir une drôle de forme, les cheminées extérieures, j'imagine. Est-ce un style local? Est-ce que c'est fait exprès? Une utilisation particulière? Alors, on parle certainement du sortie des conduits de cheminée, Oui. puisqu'effectivement, souvent à cette époque, ces conduits étaient droits. Or, ils sont quelque peu ornés à l'herbe. Là, c'est une inspiration, un peu, c'est un échange qu'on a eu avec l'architecte qui s'est inspiré notamment des sorties de cheminée du château de Puy-Guilhem, et donc qui fait un petit clin d'œil, puisque cette restauration, ben, elle est aussi une restauration du 21e siècle. Donc, il y a un petit clin d'œil, notamment avec ces boules de couleurs qui ont été positionnées par l'architecte sur le sommet des cheminées. D'accord, très bien. Merci pour ces précisions. La deuxième question qui revient en tête des votes, c'est pourquoi les anciens propriétaires qui l'ont acheté en 1988 ne l'ont gardé que 4 ans? Alors, les anciens propriétaires, là aussi, il y a une petite erreur, parce que les anciens propriétaires, c'était monsieur et madame Paluet, et ils l'ont gardé, en fait, plus de 30 ans, hein, puisque j'ai acheté l'herbe en 2020. Je suis venu la première fois en 2018, mais j'ai mis presque 2 ans à acheter ce château, parce que je ne voulais pas acheter ce château sans avoir l'autorisation de principe du ministère de la Culture de le restaurer. Et je peux vous dire que c'était pas gagné. Il a fallu que je fasse toute une étude avec un architecte en chef des monuments historiques, Monsieur Salmon, sur lequel on a travaillé sur des axes à la fois en fait, je dirais textuels, c'est-à-dire qu'on est parti des inventaires qui étaient à notre disposition. On a bien sûr observé tous les éléments que nous avions sur ce château pour pouvoir justifier les choix de restitution que nous proposions. Et puis bien sûr, on a fait tout un tour des châteaux alentours où il y avait notamment eu des mariages ou des rapprochements entre les familles à l'époque. Et dernier point qui était aussi assez amusant, on a fait le tour de toutes les fermes avoisinantes pour voir s'il n'y avait pas en fait des éléments qui avaient, je dirais, disparu du château qu'on retrouvait. Et on a retrouvé quelques petits éléments qui nous ont aidés d'ailleurs dans certains choix qu'on a fait, notamment au niveau du chemin de ronde. Diane demande, est-ce que le château est classé monument historique? Et est-ce que, vous l'avez évoqué dans la vidéo, mais est-ce que vous avez de l'aide du gouvernement, nous dit-elle, et une bourse pour restaurer ce monument? Comment ça se passe en fait? Est-ce que vous avez la possibilité de bénéficier d'aide? Alors, le château, il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1927. Pourquoi il est inscrit? Parce que le propriétaire de l'époque veut vendre certaines cheminées, ces cheminées qui sont accrochées au mur puisqu'il n'y a plus de plancher, hein.
et il veut vendre aussi une partie je dirais, de la porte d'entrée. Et donc, le ministère de la Culture de l'époque, qui s'appelait pas le ministère de la Culture, mais qui était plutôt, je crois, le ministère de l'Éducation nationale, fait inscrire le château contre la volonté du propriétaire. Moi, quand je suis arrivé à Lerme, ça a tout de suite été mon idée. J'ai voulu faire classer le château, mais nous avions là-dessus la conservation des monuments historiques de la DRAC, voilà, a pris son temps pour réfléchir, je dirais, à cette demande. Puis un jour, elle est venue avec les inspecteurs des monuments historiques et qui sont venus visiter Lerme avant le début des travaux. Et en ressortant de la visite, les deux inspecteurs, en fait, m'ont dit, écoutez, monsieur, vu l'attrait de votre château, vu sa particularité, vu ses décors, vous devriez en fait classer ce château, faire classer ce château. Donc, je me suis retourné vers la conservatrice régionale des monuments historiques et nous avons convenu de lancer une procédure de classement. Lerme a été classé en mars 2022, mais j'avais déjà démarré le projet, puisque les travaux ont démarré en octobre 2020 et le ministère de la Culture m'a aidé dans les premières tranches à hauteur de 36% des travaux. Dans les tranches actuelles, c'est-à-dire la deuxième et la troisième tranche, je suis à 40%. Dans les tranches à venir, ça me paraît plus compliqué à dire parce que vous connaissez aussi bien que moi les problématiques de restrictions budgétaires qui touchent tous les ministères, et notamment le ministère de la Culture. Donc c'est un peu tôt pour vous répondre, mais il est vrai qu'on a une aide qui est significative, mais j'en porte quand même la plus grosse partie. Et est-ce que vous avez des campagnes de financement participatif que vous faites ou pas? Alors, j'ai lancé avec la Fondation du patrimoine un appel à mécénat. On peut retrouver ça sur le site de la Fondation du patrimoine. Si vous tapez Château de Lerme, vous trouverez. C'est une opération de mécénat qui concerne la tour d'escalier. Et voilà, j'espère pouvoir en fait récupérer, je m'étais donné comme objectif 100 000 euros. Pour l'instant, je dois être à 17 ou 18 000 euros. Il y a des perspectives un peu favorables d'ici la fin de l'année par rapport à mon réseau. Mais voilà, ça progresse doucement. On a jusqu'en avril 2026 pour pouvoir en fait doter ce mécénat. Et puis surtout, voilà, de donner un peu d'argent, mais de permettre de récupérer fiscalement écoutez, 66% du montant du don qui sera effectué, ce qui est quand même intéressant. Bah oui, c'est sûr que c'est intéressant. Oui, bah ça, je partagerai le lien aussi à tous ceux qui sont inscrits pour pouvoir aller voir pour ceux que ça intéresse. Est-ce que vous comptez juste l'ouvrir aux autres, au public, c'est-à-dire, ou également en faire une partie privative et y habiter? Si c'est pas trop indiscret comme question de… Non, c'est pas du tout indiscret. Ce qui est certain, c'est que je fais cette restauration pour en fait en faire demain un lieu culturel, principalement. Donc, ça sera bien sûr réservé en fait à la visite, mais on est aussi en train de réfléchir avec toute une équipe là sur 2 ou 3 événements qu'on voudrait créer, qui seront pérennisés dans le temps, mais plutôt à vocation culturelle. Quant à l'habitat du château, je pense que je m'organiserai quand on fera les travaux intérieurs de finition, la possibilité en fait d'être dans 2 ou 3 pièces, mais c'est pas la motivation principale de cette restauration, absolument pas. La motivation, c'est déjà juste de le restaurer, et puis quand voilà, je serai plus dans l'activité professionnelle, d'avoir en fait un joli projet à animer et à prendre du plaisir. Je dis souvent que ce chantier, même s'il est compliqué, c'est vraiment beaucoup de plaisir pour moi. Et c'est surtout l'accomplissement d'un rêve d'enfant. Donc, je pense que j'ai beaucoup de chance. Alors, je me la suis donnée, mais j'ai quand même beaucoup de chance puisque au départ, les planètes n'étaient pas toujours alignées et j'ai emmené beaucoup de gens dans cette aventure et on va toucher du bois, mais c'est vrai que jusqu'à présent, les choses se déroulent plutôt de façon facile et aisée. Et justement, si on revient au début de cette aventure et peut-être aussi du coup de chance ou de la coïncidence, comment avez-vous découvert l'existence de ce château? Et est-ce que vous en avez vu d'autres avant votre coup de foudre? Très bonne question de Florent. Alors, j'ai mis 4 ans à trouver Lerme. Donc, j'ai visité quasiment
tous les sites qui pendant 4 ans en fait qui vendaient des châteaux. Alors déjà, je voulais un château à sauver, donc je cherchais pas un monument sur lequel en fait il n'y avait pas en fait voilà d'intervention en fait à effectuer. Ouais, ouais. Et j'en ai vu plusieurs qui m'ont plu, mais j'avais 3 critères essentiels. Le premier critère, je voulais un cadre magnifique. Donc à Lermes, j'ai été servi. Je voulais un château plutôt médiéval début Renaissance. Donc c'était exactement ce que je souhaitais. Et puis je voulais que ce château, il n'ait pas été touché par des restaurations successives au XVIIe, XVIIIe, XIXe ou voire début XXe. Et là, à Lermes, bah, écoutez, voilà, toutes les coches étaient remplies. Donc, après, ce qui a peut-être fait la magie, c'est que je suis arrivé à Lermes la première fois en février 2018. Il était sous la neige, ce château. Et je dois dire que même en ruine, c'était un monument magnifique, vraiment magnifique. Et vous êtes de la région, pas du tout, de la Dordogne ou pas du tout? Non, je suis charentais, Charente-Maritime. Et j'habite Bordeaux et je m'étais donné un peu un périmètre de 2 heures de mon habitation à Bordeaux parce que un chantier comme ça, bien sûr, il faut le suivre. Hein. Donc il est hors de question de laisser ça aux entreprises ou à l'architecte seul. Donc il faut y être. Donc j'y vais tous les 15 jours pour en fait les réunions de chantier, mais les semaines où j'y vais pas, ben, j'y vais quand même le week-end pour pouvoir voir ce qui s'est fait, pour pouvoir intervenir s'il y a besoin, parce que voilà, c'est mon projet et il est important de le suivre précisément. Je chine aussi moi-même certains matériaux, je chine beaucoup de mobilier aujourd'hui. Même avant d'avoir acheté Lermes, j'avais déjà en fait constitué une base de mobilier, alors dans son sens large, hein, ça peut être aussi bien des tapisseries, que des meubles, que des statues, que des sculptures, que des objets, plutôt haute époque. Et je dois dire que je commence à avoir pas mal de choses. Mais bon, pour Lermes, il en faut beaucoup. Hein. Il nous en faut encore beaucoup. Combien d'artisans vont, question de Christine, combien d'artisans vont participer à la restauration de ce lieu ou ont déjà participé? Est-ce qu'on a des chiffres aussi sur le volume le nombre de personnes? En fait, il y a 7 corps d'entreprise à Lermes, mais les 3 principales, on va dire les 4 principales, ce sont en fait maçonnerie taille de pierre, tout ce qui est charpente, plancher et schéma de poutraison, tout ce qui est couverture et tout ce qui est en fait huisserie. C'est les 4 corps principaux. Bien sûr qu'il y a après en fait des gens qui s'occupent des vitraux, il y a des peintres, il y a une personne qui s'occupe de tout le risque incendie avec les problématiques de paratonnerre, etc. Mais on va dire que principalement, les 4 principaux corps de métier, ils sont périgourdins, puisqu'en fait, c'était pour moi plus simple de travailler avec des entreprises qui pouvaient intervenir dans un espace de 20 à 30 km maximum. Et puis, c'est un château emblématique du Périgord. Je m'en suis rendu compte quand les gens sont venus visiter. Il y a un très fort attachement à ce château de la part des visiteurs. Bien sûr, il y a le roman Jacques de Croquant, mais beaucoup de gens ont visité ses ruines. Beaucoup de gens se sont pris en photo devant cette porte gothique flamboyante. Beaucoup de gens se sont déclarés leur flamme au milieu des escaliers. On en trouve encore des traces hein, avec des graffitis, avec des cœurs. Donc c'est un château qui est vraiment ancré dans le cœur des Périgourdins et donc ça me paraissait normal de travailler en fait avec des entreprises périgordines pour les principaux corps de métier. En nombre de personnes, c'est compliqué, mais je peux vous dire qu'on a 4 maçons en permanence depuis 2020, depuis octobre 2020. On a estimé que Lermes, c'était du boulot donné pour peut-être une vingtaine de personnes pendant 7 ans. Voilà, donc ça participe aussi à l'économie locale. Hein. C'est sûr. C'est vrai qu'on a une aide de l'État, mais cette aide de l'État, elle repart tout de suite chez les entreprises. Et puis, quand on a 40% de subvention, on donne quand même aussi 20% de TVA sur les travaux qu'on récupère pas. Donc, voilà, c'est aussi un projet économique pour l'ensemble, en fait, des Périgourdins alentours. Quel était l'usage du petit hameau
en approche du château. Est-ce que c'était des dépendances du château ou de simples habitations? Et est-ce qu'il fait encore partie du domaine du château? Alors, le petit hameau ne fait pas partie du domaine. J'ai quelques maisons que j'ai pu acquérir suite en fait au rachat de l'Herme, mais le hameau ne fait pas partie en fait du château. On sait que dans ce hameau, il y a des constructions 18e, 19e, mais on sait aussi qu'il y a des constructions plus anciennes, notamment 16e, et il y a dans une de ces petites annexes des corbeaux. Les corbeaux, c'est les deux grosses pierres qui supportent le chemin de ronde et qui ont servi à faire un manteau de cheminée. Donc, on retrouve des éléments du château dans certaines pièces de ces habitations, mais le petit hameau existe depuis le temps du château, puisqu'à l'époque, on appelait ça le village des Sautiers. Ça s'appelait pas le hameau de l'Herme, ça s'appelait en fait le village des Sautiers. Et il y avait une petite église qui était à l'entrée du hameau, où a été enterré le deuxième personnage qui intervient dans la construction du château, Jean de Calvimont, Jean III de Calvimont. Alors, et la dernière question, ce sera la mienne. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une telle aventure? D'abord, il faut être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, c'est quelque chose dans lequel il ne faut pas se lancer. Il faut vraiment être passionné. Faut accepter d'en faire une partie significative de votre vie, mais il faut pas en faire toute votre vie, parce que sinon c'est très vite aliénant. Il faut surtout être assez serein quant au lendemain. C'est un projet où on maîtrise pas les choses, on maîtrise pas tout. Donc, faut accepter que le lendemain soit incertain, soit pas simple en fait à réaliser. Et puis, il faut pouvoir en fait lever tous les obstacles qui se présentent devant vous. Donc, il faut un petit côté obstiné, il faut un caractère voilà, un peu trempé pour pouvoir résoudre tous les problèmes qui s'opposent à vous. Et puis, il faut prendre le temps. Moi, je dirais qu'il faut prendre du temps parce qu'un monument, ça s'écoute. Et je me rends compte que certaines choses que j'ai fait au début, notamment au niveau des enduits, je pense que je ferai pas la même chose. Je ferai pas la même chose sur ce qui reste à faire. Et il est possible même que je revienne sur les premiers travaux en fait qu'on a effectués. Donc, il faut écouter le monument. Voilà, je dirais passion, obstination, écoute. Et puis, il faut être un peu malin pour trouver effectivement les ressources financières pour pouvoir le faire. Mais c'est un tel plaisir. Vraiment, c'est un tel plaisir de réaliser ce type de projet. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et je continue. On a beaucoup de chance de vous avoir ce soir avec nous. Et je vais vous laisser le mot de la fin, Nicolas. Mais juste avant, je vais remercier un peu, comme toujours, tous les participants d'avoir été si actifs et intéressés par le projet. Encore une fois, pour ceux qui ne l'ont pas fait, laissez-nous un petit message dans le chat. Et on se retrouve très bientôt donc, pour une nouvelle émission. Et moi, je remercie Nicolas encore une fois de m'avoir accueilli sur place. C'était un vrai plaisir de découvrir ce château et le projet de Nicolas. Et bonne soirée à tous. Je cède la parole à notre invité du jour. Bonne soirée. Écoutez, Olivier, il me reste surtout à vous remercier parce que je trouve que ce que vous faites pour l'ensemble du patrimoine est formidable, remarquable, est unique. Donc, c'est une grande chance pour nous d'avoir cette ouverture vers autant de personnes qui peuvent être intéressées par ce type de projet. Donc, merci pour cela. Voilà, je vous encourage à venir visiter l'Herme. Moi, je serais ravi de vous accueillir. Jusqu'à présent, les visites, elles sont organisées par en groupe par en fait des gens qui connaissent très très bien cette restauration, hein, des amis. Alors moi, j'ai pas une association à mes côtés, j'ai juste une petite équipe d'une quinzaine de personnes, mais on est tous passionnés par ces travaux, cette évolution. Et puis je terminerai peut-être par ce que disait en fait le propriétaire du château de Sarzay. On lui posait la question, mais pourquoi vous avez acheté ce château? Vous n'êtes pas fou? Et il répondait toujours, le fou, c'est celui qui l'a pas acheté. Eh bien, ce monsieur, il m'a beaucoup aidé parce qu'à un moment donné, quand il faut prendre la décision de dire, je bascule, j'y vais, c'est quand même très, très lourd. Eh bien, voilà, ça se joue dans un instant et il m'a beaucoup aidé et je suis très heureux d'avoir été sage et d'avoir acheté ce château. Merci pour ce mot. À très bientôt. Portez-vous bien. Bonne soirée à tous. Merci. Merci Olivier. À très bientôt. À très vite. Au revoir.